bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. Allez, on passe donc au sujet de la sécurité alimentaire chez nous. Êtes-vous sûr de prendre toutes les précautions quand vous cuisinez pour éviter d'éventuelles contaminations? Connaissez-vous toutes les règles de conservation des aliments pour éviter les incidents? Eh bien, on va faire le point tout de suite avec notre invité. C'est Laurent Laloux. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur du laboratoire sécurité sanitaire des aliments à l'ANSES. D'abord, on va peut-être donner quelques chiffres pour voir quel est le constat. Combien y a-t-il d'intoxications alimentaires chaque année en France? Est-ce qu'on a une idée? Alors les derniers chiffres datent de 2019 parce que le ministère de la Santé prend un certain temps à recenser toutes les données. On est à peu près à 1800 cas de TIAC, ce qu'on appelle des TIAC, c'est des toxi-infections alimentaires collectives. Ce qui représente à peu près un peu plus de 15 000 hospitalisations par an. Quand même. Et une douzaine de décès par an. D'accord, alors vous donnez ces chiffres-là, mais vous dites, je crois que c'est ce qu'en disent les experts en tout cas, qu'on sous-estime probablement ces chiffres. Il faudrait les multiplier au moins par 10, c'est ça ? Oh, peut-être même plus que ça. Ouais, parce que ça c'est collectif, donc c'est dans des cantines, dans des restaurants, dans des familles. Il y a au moins 2 personnes voilà, malades. Ça veut dire qu'on va louper tout ce qui est toxi-infection alimentaire. Mais moi qui suis un peu barbouillée le lendemain de je sais pas quoi, d'avoir déjeuné, je le signale pas. Voilà. Et d'autant plus, souvent, vous avez un petit peu de désagrément gastrique, on va dire, vous n'allez pas forcément consulter un médecin. Bien sûr. Et ces recensements, ils se passent par les services de santé. Il faut vraiment aller voir les services de santé pour recenser l'ensemble des TIAC. Mais alors justement, c'est quoi les symptômes d'une intoxication alimentaire? Est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Ça touche essentiellement le tractus digestif. Donc on a vraiment tout ce qui est les symptômes digestifs, diarrhée, vomissement, crampes abdominales, mal de ventre. Ça peut aller jusqu'à des fièvres. Des frissons. Ah oui, une intoxication alimentaire, ça peut donner de la fièvre. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est une infection bactérienne en général. Et ça peut aller dans des cas très extrêmes, mais là, vraiment sur des terrains un peu fragiles, on peut avoir une septicémie, on peut avoir une méningite. Chez un bébé ou une personne âgée, par exemple, des gens fragiles parce qu'ils ont des maladies. Si vous avez un intestin un peu irrité, vous avez des liaisons, ça va créer une septicémie et cibler certains organes comme le rein, le foie. Autant d'intoxications alimentaires que on en a beaucoup de sortes différentes, plus ou moins graves, ça on a bien compris. Ouais. Qu'est-ce qui nous rend malade justement, alors que ça aille du simple maux de ventre, des simples maux de ventre jusqu'à la fièvre, à la septicémie? C'est quoi? C'est des bactéries, des virus, des parasites? En général, quelle est la cause? C'est l'ensemble de ces micro-organismes qu'on peut trouver effectivement sur les aliments. Alors majoritairement, ce sont des bactéries, comme vous l'avez cité, mais on y trouve aussi des virus qui circulent pas mal en ce moment. Celui de la gastro, par exemple, le rotavirus. De la gastro, je ne parle pas d'autres virus comme les norovirus ou les calcivirus qui ont des noms un petit peu savants, mais effectivement, ça crée des désagréments gastriques. Et ça va aussi sur les parasites, même si l'implication des parasites dans les toxines-infections alimentaires sont beaucoup moins présentes. Donc les bactéries en majorité, la salmonella, c'est ça en tête, je crois. Elle provoque quoi celle-là? Et on la croise où le plus souvent dans notre assiette? Alors salmonella, c'est une bactérie, ce qu'on appelle du tractus digesto-intestinal, donc on les retrouve chez les mammifères, on les trouve dans les oiseaux, les volailles. À Noël, c'est particulièrement risqué, cette période-là pour la salmonelle, avec la dinde. Après, le pic de salmonellose, la maladie qui est provoquée par la salmonella, c'est pas en hiver, c'est en été. Ça nous rassure, puisqu'il faut des températures. En été, on pour qu'elle prolifère, c'est ça. Les bactéries aiment bien la chaleur et l'humidité. Donc il faut ces deux éléments pour qu'elles poussent bien. En hiver, on n'a pas la chaleur, mais on peut avoir un peu d'humidité et on peut trouver des cas de salmonellose. Alors ces microbes ou ces bactéries sont présents en général. Là, on parlait donc de la salmonelle qui parfois sur les dindes, admettons, on va manger la dinde à Noël, on va essayer de ne pas dégoûter tout le monde, mais il est sur l'aliment à la base ou c'est quelque chose qui va se développer parce que je l'ai mal conservé, mal conditionné, je ne sais pas. Les deux. Vous avez à la fois une contamination de la matière première, que ce soit la production, en élevage, en agriculture, mais vous avez aussi des contaminations tout au long de la chaîne de vie du produit, c'est-à-dire de sa transformation en usine ou chez les artisans, jusqu'à sa distribution dans les marchés, les grandes surfaces. Ou quand je mets la farce dans la dinde, si j'ai pas les mains propres, je la contamine. L'état multiple qui est la consommation est également une étape sur laquelle on peut avoir pas mal de contaminations qui sont apportées par la personne qui cuisine, qui prépare les aliments. Oui. Et un produit périmé de quelques jours, par exemple, c'est si grave que ça? Parce que depuis quelque temps, on entend que, franchement, sur certains produits, c'est pas grave de laisser passer la date les yaourts, quoi. Oui, la date de péremption. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer qu'ils se transforment dans la nuit, quoi. C'est ça. Non, je dirais que c'est pas la notion de gravité. Je pense que c'est la notion de risque. La DLC, ce qu'on appelle la DLC, la date limite de consommation, qui est communiquée sur les denrées alimentaires, c'est une information qui est donnée par le fabricant au consommateur.
Il vous dit, au-delà de cette date-là, je ne peux pas garantir la qualité sanitaire du produit. Après, à vous de juger et de prendre un risque ou pas un risque. Mais vous, Laurent, vous mangez des yaourts périmés ? Oui. Ça va. Alors ça va Ça jusqu'à rassure. combien de jours ? Alors, sur un yaourt, Nature, on va dire. il y a eu des voilà. études où on disait même auprès de 3 semaines, ils sont encore de bonne qualité. Ah oui, moi je ne vais pas jusque-là quand même. sanitaire. Vous êtes un aventurier à ce point, 3 semaines? Alors effectivement, si on dépasse la DLC, on peut dire qu'on est un peu aventurier. Alors c'est une aventure toute raisonnable, c'est un risque tout à fait raisonnable. Après, il y a bien sûr des produits où on prendra moins de risques que d'autres. Par Bien exemple, sûr. je prendrai moins de risques avec une viande hachée qu'avec un yaourt. D'accord. Également, si je suis une personne sensible, fragile, personnes âgées, femmes enceintes, jeunes enfants, On ne prend pas de risque. Mon mari, il est immunodéprimées, rien de prends tout pas. ça, mais il prend jamais de risque. Il déteste. Dès que c'est périmé, c'est poubelle. Oui, bah, c'est- Oui, bah, c'est pas... C'est la charge mentale, on va dire. Ça, c'est ça. La charge émotionnelle même. C'est la charge émotionnelle. Alors, Non, il a raison, il oui. a tout à fait raison. Mais, Il a mais pas envie. après, on peut dépasser si on est bien portant et Voilà. le risque est raisonnable. Alors Laurent Lalou, on reste encore un petit peu ensemble. On va continuer à donner de bons conseils à nos auditeurs pour éviter les intoxications alimentaires, très fréquentes pendant la période des fêtes de fin d'année. On revient avec tout ce qu'il faut savoir pour bien ranger ses aliments dans son frigo et surtout bien les conserver. Tiens donc, les restes de dinde farcie par exemple, on en fait quoi ? On peut les manger pendant combien de jours ? 3 semaines, tranquille. Ah, Non, je- n'importe quoi, on va vous détailler tout ça sur Europe 1, à tout de suite. Bien fait pour vous sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre émission dans laquelle on prend soin de votre santé et de celle de toute votre famille aujourd'hui, surtout si vous projetez de faire de grosses tablées dans quelques jours pour fêter Noël. Alors comment être certain que personne ne tombe malade ? On fait le point avec Laurent Lalou, directeur du laboratoire sécurité sanitaire des aliments à l'ANSES. Alors on va reprendre quelques basiques concernant notre frigo déjà. On l'ignore parfois, mais déjà la température dans le frigo n'est pas la même partout à l'intérieur et donc on devrait ranger dans l'idéal les aliments en fonction de, en sachant ça en fait, où c'est plus froid, où c'est moins froid et qu'est-ce qu'on met dans ces zones-là. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes règles, on va dire ? Tout à fait. Alors, dans un frigo, on considère qu'il y a 4 zones, en fait. Je mets de côté le congélateur, bien sûr, on y met les produits congelés. Mais dans le réfrigérateur, il y a 4 zones. Il y a une zone très froide, entre 0 et 4 degrés. Alors, pourquoi 4 degrés ? Parce que 4 degrés, au-delà de 4 degrés, la salmonella peut pousser. Elle est où la peut se zone la développer. plus froide en bas, c'est ça ? Non, Alors, en elle haut est soit en haut, soit en bas. Ça dépend des frigos. marques, ça dépend des réfrigérateurs. En général, elle est indiquée. Vous avez soit sur la paroi une petite étiquette ou une petite gravure qui vous dit c'est là la zone la plus froide. Et là, on met quoi comme aliment Alors, on là-dedans ? met les denrées périssables, Mhm, c'est-à-dire viande, poisson, mhm. tout ce qui est le plus fragile, fragile, quoi. on va Ouais, dire. c'est ça. et qui a conservé vraiment au froid, y compris quand c'est vendu dans les linéaires de grande surface, dans les consoles de froid. Donc soit C'est tout en vraiment- haut, soit tout en bas, c'est cette zone c'est la plus vraiment là froide et qu'il c'est voit. indiqué. Ok, ensuite il y a quoi comme zone ? Ensuite, il y a la zone dans le bac à légumes, on va dire, Mhm. où on a une température qui est supérieure à 6 degrés. Normalement, si le frigo est bien réglé. Là-dedans, mais bien sûr, fruits, légumes, Mhm. voire les fromages, Mhm. si vous voulez continuer à ce qu'ils s'affinent un petit peu et qu'ils D'accord. évoluent dans On le a même temps. quelques conseils gastronomiques aujourd'hui. J'adore. hein. C'est ça. Vous avez la porte. Mhm. La porte, c'est entre 6 et 10 degrés. Ah, c'est chaud la porte, hein, quand C'est même. c'est l'endroit le plus chaud. Là-dedans, on y met beurre, on y met les boissons, on y met les Le condiments. lait, c'est pas grave du coup de le mettre là parce que je me disais le lait ouvert c'est peut-être un peu fragile. Alors, mais- le lait ouvert, alors, en général, ce que l'on vend en France, c'est surtout du lait stérilisé. Ouais. Donc ça va. Donc peut ça va. acheter. Donc ce lait-là, il n'est pas contaminé. Après, vous l'ouvrez. En général, vous le fermez assez vite. Ouais. Vous avez peu de chances d'avoir une contamination dans cette bouteille-là. Et puis, de toute façon, vous allez la consommer assez rapidement. Donc, Et la 4e zone du frigo ? la 4e zone, c'est le reste du frigo. En général, c'est ce qui Au reste milieu du frigo au milieu ou en haut ou en bas. Ça dépend où est la zone la Voilà. plus froide. Là, on est entre 4 et 6. Mm. On va y mettre les produits laitiers. Mhm. On va y mettre les charcuteries. On va y mettre Le nos yaourt restes. périmé de 3 semaines, on le met là ? Nos restes de produits, nos D'accord. restes alimentaires, on Ah, peut c'est les, là aussi. oui, d'accord, on peut les restes. mettre à Mm. ce niveau-là. Alors je crois qu'il y a une autre règle, on ne mélange pas produits cuits. Non, Je savais vous arriveriez pas à le Produits dire. cuits Cuits et et crus. produits crus. Pourquoi ? Parce que le produit cru, il n'a pas été, on va dire, traité par un traitement qui va l'assainir, qu'on appelle la cuisson. Ouais. Il n'y a rien de mieux que la cuisson pour assainir les aliments. Mhm. Depuis l'homme préhistorique, il a découvert le feu. Il a dit, c'est super, je vais pouvoir enfin manger quelque chose de Donc sain. on ne les met pas ensemble parce que l'un pourrait contaminer Alors, l'autre ? On appelle la contamination croisée. Un aliment cru qui est susceptible d'être contaminé, s'il est au contact d'un aliment qui a été cuit, va transmettre sa contamination à l'aliment cuit. Sauf que l'aliment cuit, on ne va pas forcément le recuire.
On va le réchauffer, mais pas le recuire. Donc, il peut se développer après une contamination sur cet aliment-là. Et ça arrive souvent pendant les fêtes, parce que les frigos sont assez chargés pendant les fêtes. Alors justement, on parle frigo, il faudrait peut-être aussi parler nettoyage. Moi qui suis une grosse maniaque. Vous nettoyez tous les combien, le vôtre ? Au moins toutes les 2 semaines. C'est trop, c'est pas assez. C'est bien, Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, on recommande au moins une fois par mois. Je suis pas mal là. Moi, je suis loin. Mais avec quoi ? On le nettoie avec quoi le frigo ? Alors, Moi, je prends du vinaigre blanc, une éponge propre Oui, c'est bien, dans c'est du bien. vinaigre blanc. Liquide vaisselle, vinaigre blanc. Pas de javel, par contre. Alors, pas de javel concentré, du moins. Mhm. Parce que vous avez ni de gratounette, par exemple, si vous nettoyez votre frigo, évitez la gratounette. Parce vous que appelez ça une gratounette ? C'est mignon, hein, ouais, franchement. une éponge, je vais pas citer de marque. Gratte, quoi, la verte, quoi. Ouais. Une éponge qui gratte. Parce que vous allez abîmer les parois, y compris avec de l'eau de javel. Vous avez altéré. Ça va le rendre un peu poreux. Ça va le rendre un peu poreux. Et les bactéries aiment bien quand il y a des petites rayures, des petites infractuosités dans le plastique. Elles se mettent dedans et elles se forment des biofilms et elles restent plantées sur Donc le avec la plastique. partie jaune, douce de l'éponge plutôt. Oui, Ouais. et puis après derrière, vous allez avoir du mal à nettoyer votre frigo s'il y a des petites rayures parce que c'est plus facile quand c'est lisse. Alors on va passer à la préparation des repas. Vous nous avez expliqué déjà qu'à partir du moment où on faisait tout bien cuire, ça limite les problèmes de bactéries. Mais moi j'ai entendu dire, et je comprends pas ce truc-là, qu'il faut pas laver les œufs sous l'eau. Pourquoi ? Alors surtout pas. Parce que un œuf à l'intérieur... Je fais ça tout le temps. Et pourquoi faire ? Pour bien le laver. Non, Parce que je suis maniaque. Ah oui, vous avez un surtout problème. pas. Non, surtout pas. Alors vous pouvez le laver, mais à ce moment-là, vous le consommez rapidement derrière. Ah oui ? Parce que l'œuf, c'est stérile à De l'intérieur. toute façon, elle cuisine pas souvent, vous inquiétez pas. Laura. Non mais le seul truc que je sais cuisiner, c'est un œuf. Alors. Non, mais quand vous allez laver, enfin, je sais pas, quand vous cassez des œufs, vous voyez une petite pellicule à l'intérieur Oui. de la coquille. Même quand vous faites des œufs durs, des fois vous avez du mal à les éplucher. parce que la petite peau, elle n'arrive pas à venir Oui, et c'est puis vrai. vous êtes embêté. Ben, cette petite peau, en fait, C'est une protection. c'est une protection de l'intérieur de l'œuf. Et si vous allez laver l'œuf, On enlève la protection. vous allez détruire cette pellicule et puis à ce moment-là, les bactéries peuvent rentrer à l'intérieur du l'œuf et commencer à se développer. Je le ferai plus jamais. On sait tout sur les œufs, c'est top. Je ne sais pas si vous comptiez en manger à Noël, mais en tout cas, vous avez des bons conseils grâce à Julia. On parlait de préparation des repas, c'est un moment assez sensible. Justement, vous disiez, celui qui prépare le repas, finalement, il a quand même une grosse responsabilité, entre guillemets, puisqu'il va nourrir, admettons, la famille pour Noël. Il y a des erreurs qu'on fait, par exemple, d'utiliser la même planche à découper pour plusieurs aliments, type j'ai découpé la dinde entre guillemets dessus, je passe un petit chiffon vite fait et je passe à la salade, enfin aux tomates, peu importe. Non, ça, faut vraiment faire très attention, hein, surtout quand il y a eu de la viande crue, des choses comme ça. Oui, tout à fait, oui. C'est le même phénomène que si vous collez un produit cru avec un produit cuit dans votre réfrigérateur. Vous avez fait une contamination d'un aliment par un autre. Là, vous utilisez un intermédiaire qui est la planche à découper ou tout autre ustensile. Même le couteau qui a servi. Même le couteau. On lave ou on change d'ustensile, c'est ça. On change. Alors, si on a plusieurs planches, tant mieux. Si on n'a pas plusieurs planches, on essaye de laver les ustensiles entre 2 utilisations. Ou à défaut, si vraiment on ne peut pas laver ces ustensiles, on commence par les produits qu'on va consommer crus et on finit par les produits qu'on va consommer cuits. On a l'ordre au moins. Exactement. En ce qui concerne tout ce qui est torchon, éponge, j'ai l'impression que les torchons, vous n'aimez pas ça, vous ? Les torchons, c'est un nid à microbes parce qu'ils vont rester propres très peu de temps. En général, vous voyez, dans la cuisine, vous allez l'utiliser, vous allez vous essuyer les mains. Moi, j'en ai toujours 2. J'en ai un pour s'essuyer les mains et un autre ça, c'est pour très le bien, reste. c'est parfait. Voilà. Vous êtes bonne élève. Moi, Vous voyez, c'est un truc bien en ménage pour une fois. Moi, j'ai mon torchon pour me laver, et puis après, je fais ma cuisine. Non, mais vous allez manipuler un aliment, vous allez vous essuyer les mains sur le torchon, vous n'allez pas forcément passer les mains sous l'eau. Le sopalin, c'est mieux finalement, les trucs sopalin, jetables. c'est mieux, oui. C'est mieux. Après, le torchon, vous pouvez l'utiliser, mais changez-le régulièrement. Dès qu'il est souillé, il faut le changer. Le sopalin, c'est pas bon pour la planète. Hein. Il vaut mieux un bon torchon qu'on met. Oui, tout à fait. Allez, on a cuisiné, on a mangé, on s'est régalé, mais il y a des restes, comme bien souvent dans les repas de famille, on va dire, ou même quand on est tout seul, il peut y avoir des restes. C'est quoi la règle ? Je crois qu'il faut faire très attention à une chose, notamment ne jamais mettre les restes encore un peu chauds, un peu tièdes, directement dans le frigo quand on veut les garder. Il vaut mieux attendre que ça refroidisse. Pourquoi ? Alors, on attend que ça refroidisse, mais pas plus de 2 heures. Ah. Parce qu'au-delà de 2 heures... C'est là qu'il y a des bactéries qui vont se développer. Ça va commencer à se développer. Alors, il faut trouver le juste milieu, on va dire, entre une température qui ne va pas créer de la condensation lorsqu'on va le mettre dans le réfrigérateur. C'est quoi le problème de ça ? Les bactéries adorent l'humidité. Ah oui. Donc, vous allez faire de la condensation, vous allez créer une pellicule d'eau et les bactéries, c'est super, c'est là où je vais aller C'est la fête, là, ouais. La fête, je vais pouvoir me développer. On attend qu'il n'y ait plus de fumée, grosso modo. Donc même on attend, enfin, de fumée, de vapeur, on attend que ça refroidisse, on les couvre bien et puis on les met au réfrigérateur. D'accord. Après, et on laisse pas un ragoût toute la nuit dehors ? Oh, sûrement pas. Ah
Vous le faites souvent, Julia ? Et vous oui. le mangez le lendemain ? Oui. Ah ouais, et là, c'est quoi le risque pour Julia alors Vous C'est-à-dire continuez que- avec vos œufs lavés, là, vous risquez rien. C'est Alors, pour- si jamais il y a une contamination, Ouais. une contamination bactérienne, une bactérie va se dédoubler toutes les 15 minutes. Donc si on fait un petit peu un calcul, au bout de 6 heures, vous pouvez multiplier la population bactérienne par 16 millions. C'est pour ça qu'il a du goût, votre bœuf bourguignon, le lendemain midi. Donc si votre bourguignon, personne ne l'a manipulé, il sort de la cocotte où il n'a pas été touché, etc., vous avez peu de chance d'avoir contaminé votre bourguignon. Mais si jamais il a été contaminé, vous allez multiplier à température ambiante pendant Cela 6 dit, heures. je me moque de par vous, mais ça 16 m'arrive millions. de le faire, parce que quand je cuisine quelque chose la veille, je le pré-cuis, entre guillemets, je finis pas la cuisson, je le ferai le lendemain, je le laisse sur la plaque Moi aussi. aussi, hein. Mais en vrai, on devait le mettre au frigo la nuit et puis le ressortir pour le réchauffer le vous lendemain. diminuez le risque parce que le fait que vous n'avez pas ouvert votre Ah oui, cocotte, on n'a pas mangé dedans. vous n'avez pas Ouais. touché dedans, vous n'avez pas trempé vos doigts dedans. Enfin, voilà. En tout cas, merci beaucoup Laurent Laloux d'être venu sur notre plateau nous rappeler ces règles Merci à vous. essentielles d'hygiène, de conservation des aliments. Ça paraît basique parfois, mais il y a beaucoup de cas de contamination alimentaire chaque année. Donc si on peut les éviter, c'est mieux, notamment durant les fêtes de fin d'année qui approchent à toute vitesse. Merci encore. Oui, Merci à vous. merci beaucoup, Mélanie.